Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à tous. Alors, entre deux réunions sur l'IA générative et la publicité digitale qui occupent une grande partie des travaux du geste en ce moment, nous avons souhaité vous proposer une session davantage axée sur les formats et sur les contenus. Alors certes, tous les sujets sont étroitement liés, mais aujourd'hui, proposons de nous attacher à décrypter les stratégies édito des médias sur les réseaux sociaux grâce le partage d'expérience des trois experts qui ont accepté notre invitation. François, je te laisse tout de suite le soin de les présenter. Je rappelle que tu es le cofondateur de Cosa Vostra et l'animateur du podcast Mediarama dédié à l'univers des médias. Podcast que nous relayons d'ailleurs tous les mois dans notre newsletter Geste Info. Voilà. Et puis comme d'habitude, le chat est à votre disposition. N'hésitez pas à y déposer toutes vos questions. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon webinaire. À tout à l'heure. Merci beaucoup Laure et merci pour l'invitation. Effectivement, quelques secondes d'auto-promo sur ce podcast effectivement hebdomadaire que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, et on a aussi une newsletter tous les mercredis. Vous pouvez vous inscrire sur mediarama.io. Mais tout de suite, effectivement, place à cette table ronde, ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer sur les stratégies des médias d'information sur les réseaux sociaux. Et donc, à mes côtés, des experts pour nous dévoiler, nous en dire un peu plus sur leur propre stratégie. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Anne Piquant, qui est éditrice Pôle News, Le Figaro et Madame Figaro. Bonjour Anne et merci d'avoir accepté l'invitation. À tes côtés, Claire Bernard, qui est directrice exécutive adjointe de Prisma Media. Et enfin, Michael Busson, qui est le responsable vidéo, audio, OTT live et médias sociaux de Lyft. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. On va parler des réseaux sociaux et pour commencer, peut-être faire un petit bilan de l'existant. Je vais commencer par toi, Anne, puis Michael. En termes très concrets, qu'est-ce que vous avez mis en place sur les réseaux sociaux dans vos médias? Si je devais passer au rayon X, je devais venir là aujourd'hui, et donc vous regardez vos départements réseaux sociaux, combien de personnes ça représente, comment vous êtes organisé. Anne, est-ce que tu peux nous donner quelques informations là-dessus? Bonjour tout le monde. Alors nous, au Figaro, vraiment sur la partie info, on a repensé notre organisation en 2022. On avait avant ça une équipe de social media managers qui ne faisait que distribuer des contenus existants. Et là, on a renforcé l'équipe en 2022 avec des producteurs de contenu dédiés aux réseaux sociaux, en vidéo. Et donc, on a constitué une équipe de 13 personnes qui s'occupe à la fois donc de la distribution et de la production sur l'ensemble des réseaux. Donc vraiment, on est présent partout. Pour la partie info, on a vraiment fait le choix à la fois sur les historiques Twitter, Facebook, Insta et aussi sur Snap, TikTok, YouTube. Et cette équipe, donc elle est organisée 7 jours sur 7 et elle est aidée par des outils qu'on utilise depuis assez longtemps de distribution pour quand même pouvoir automatiser sur certaines plages horaires la distrib des contenus produits. On travaille là-dessus avec Ecobox depuis très longtemps et on a des outils maison pour essayer de faire des templates parce que le gros enjeu, c'était aussi en termes de marque d'avoir des formats un peu statutaires qui aient une cohérence qu'on a réussi à bien créer en 2 ans. D'accord, donc une partie de custom que vous avez fait sur du template et une partie Ecobox qui est effectivement dans le marché depuis déjà très longtemps. Et l'équipe dont tu parles, c'est vraiment, elle est dédiée à l'info. C'est-à-dire qu'à côté, sur les autres marques du groupe ou sur d'autres, c'est une autre équipe? Voilà. Donc, côté Madame Figaro, j'ai aussi une équipe qui est constituée depuis plus longtemps parce que c'était très important sur une marque féminine qui, elle, est plus dédiée à Facebook et Insta et TikTok.
Et là, c'est une équipe qui ne sont pas des journalistes avec des cartes de presse pour la plupart, à la fois mix distribution sociale média, production de formats ad hoc et commercialisation pour brand content. Donc là, c'est une équipe de 15 personnes qui fait vraiment l'ensemble de la chaîne et qui existe depuis plus de 5 ou 6 ans. Au départ, on avait constitué une marque qui s'appelle MAD, qui est vraiment une marque jeune pour les réseaux, qui était une marque jeune Madame. Et puis, au fur et à mesure, cette équipe gère donc les doubles marques MAD et Madame. Et on a une forte stratégie de brand content qui fonctionne assez bien sur cette partie féminine. Et ça vient vraiment compléter nos offres autour des marques du luxe et les annonceurs traditionnels du Madame. D'accord, donc c'est quand même deux équipes vraiment un peu différentes, même dans Ouais. dans la philosophie, etc. D'un côté, des Exact. rédacteurs qui font de l'info adaptée, de l'autre côté, plus au service un peu du brand, des marques et de la puissance de la marque. Super, on détaillera après un peu tout ça. Je me tourne vers toi, Michael, un peu les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez mis en place aujourd'hui à l'équipe qu'est-ce que ça représente comme équipe et quel type d'outils vous utilisez aujourd'hui? On a fait un peu le même parcours, j'ai envie de dire qu'au Figaro, c'est-à-dire que il y a 5-6 ans, c'était une équipe qui était essentiellement dédiée à la distribution des contenus réalisés par la rédaction de l'équipe et de la chaîne L'équipe. Et au fur et à mesure, on a plutôt orienté cette équipe-là vers la production de contenu à proprement parler. Donc, ce sont des social media managers. Ils l'étaient déjà au début, ils le sont encore aujourd'hui, mais c'est juste que leur métier a complètement changé. Si auparavant l'intérêt premier était encore de générer du trafic, on a tous dit adieu, je pense, à cette idée-là, je pense. Donc, on est plus parti forcément sur de la création de contenu ad hoc et adapté en fait au réseau, tout en s'appuyant bien sûr sur le travail et le savoir-faire de la rédaction. Aujourd'hui, il s'agit d'une équipe de 6 personnes qui doit s'organiser justement pour gérer toutes les marques, la chaîne l'équipe, mais également le Ballon d'Or qui appartient au groupe l'équipe. Et à partir de là, assurer une pérennité de l'activité qui va de 9h jusqu'à 1h du matin tous les jours de l'année. Donc idem pour pouvoir faciliter en fait la production de contenu à ces niveaux-là, on s'appuie sur nous on est chez Outsuite, mais c'est essentiellement pour tout ce qui va toucher au statique. Sinon on travaille beaucoup avec les plateformes MERP directement pour tout ce qui touche à la programmation. On s'est forcément aussi cette équipe-là s'est transformée pour devenir quasiment de véritables graphistes. Donc ils sont en capacité de pouvoir créer à partir de n'importe quel contenu photo qu'on peut avoir en fait dans notre base sur PSD, sur Photoshop, mais pour faciliter aussi leur travail, on travaille également sur Figma, qui permet d'avoir un vrai ensemble collaboratif et un ensemble de marques pour pouvoir créer des visuels qui soient complètement chartés et qui ne laissent pas trop place non plus à la liberté de chacun. Mais pour ça, Photoshop est idéal quand il s'agit un peu plus de créativité. Et enfin, pour la vidéo, on travaille aussi sur des templates qu'on a créés sur Premiere, historiquement sur Snapchat, qui ont un petit peu vieilli maintenant et donc on cherche un petit peu à faire évoluer. Justement, mais on n'a pas une segmentation des tâches. C'est des personnes qui sont en capacité de tout faire. Il n'y a pas de monteur dédié, il n'y a pas de motion designer dédié. Donc on est vraiment sur des couteaux suisses de très haut niveau. Ouais, c'est ce que j'ai l'impression. C'est quand tu énumères un peu tout le rôle de tout ce qu'ils font, tu sens vraiment un peu l'importance du côté couteau suisse de ces équipes. C'est aussi des journalistes à la base? Alors pas tout à fait, pas tous. Aujourd'hui ils sont pas cartés, ils n'ont pas la carte de presse au sein du groupe, mais c'est un sujet puisqu'en fait ils produisent tout simplement du contenu à proprement parler. Donc on est beaucoup plus proche d'une fonction de journaliste à proprement parler qu'on ne l'était il y a 6 ans. Donc c'est pour ça que la question se pose très naturellement et légitimement. Ouais. Donc c'est un rôle qui risque d'évoluer assez rapidement maintenant sur ces fonctions-là en tout cas. Très clair, merci Michael. Claire, je te pose les mêmes questions avec cette petite nuance de savoir un peu, puisque chez Prisma Media, il y a évidemment énormément de marques. Donc, quelles sont les marques de ton périmètre qui sont les plus présentes sur les réseaux sociaux? Et également, je rappelle les questions un peu de combien de personnes représentent ce département réseaux sociaux? Quel stack vous utilisez chez Prisma? Alors chez Prisma, en fait, on a souhaité que ça soit assez intégré. Donc l'organisation, elle est pas faite en verticale. On n'a pas des personnes qui font pour tout le groupe du full réseaux sociaux. C'est plutôt intégré au sein des rédactions, des personnes qui font à la fois les vidéos pour les sites et pour les réseaux sociaux.
Donc c'est un peu plus compliqué peut-être que mes homologues de définir un nombre de personnes puisque il y a à la fois cet enjeu de produire de la vidéo pour nos sites et les réseaux sociaux. Et puis on a un studio de production qui là se charge des montages et des tournages et de certains montages. D'accord. Après sur les marques, la question porte sur les marques qui sont les plus présentes sur les réseaux sociaux. On a évidemment la spécificité d'avoir des marques qui sont full réseaux sociaux, donc Simone notamment. Simone Media, qui est une marque qui vient des réseaux sociaux. Plus récemment, on a transformé la marque Néon en marque LGBT, donc qui est pure sociale aussi. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos marques sont présentes sur les réseaux sociaux, donc avec une énergie qui est plus ou moins forte, mais on teste. On est beaucoup dans le test and learn pour évaluer le potentiel de nos auprès de nos communautés. Donc ça varie en fait. Les équipes qui sont dédiées, ne serait-ce que d'un point de vue éditorial, ça peut aller de 2 à 4 voire plus, en fonction de l'enjeu que ça représente aujourd'hui le social pour les marques. Et en termes d'outils, est-ce que vous avez une plateforme de prédilection? Comment est-ce que vous êtes outillé là-dessus? Alors, c'est moins mon domaine de compétence à moi, mais en fait, ce que je sais, c'est que d'un point de vue montage, c'est vrai que Premiere, ça fait partie des outils assez pros qui peuvent être utilisés, mais après les rédactions, c'est vrai, sont assez agiles à la fois dans l'écriture, la captation et certaines le montage, donc elles peuvent utiliser Wooshit, Caption, CapCut. Ça varie un peu en fonction à la fois du format et puis de la matière. Ok, donc un peu de liberté sur les outils en fonction du besoin. Il y a pas, voilà, vous n'avez pas institutionnalisé l'utilisation d'une plateforme pour tous. Vous gardez cette espèce d'agilité un peu importante quand même. Comme le tournage à l'iPhone, il se fait de manière assez importante. Hein. Ouais, évidemment. Question pour un peu tout pour vous trois, en l'occurrence, est-ce que les réseaux sociaux sont tous à égalité? Est-ce qu'il y en a qui sont plus investis que d'autres? J'ai une idée de la réponse, mais je pose quand même la question. Anne, si tu devais classer peut-être par ordre d'importance les réseaux sociaux, alors selon quels critères tu me diras, mais je te laisse peut-être parler un peu de comment vous distinguez les réseaux sociaux les uns par rapport aux autres. Voilà, ça change beaucoup. Puis franchement, ça nécessite d'être super évolutif. On a quand même, c'est vraiment, comme tu dis, selon les critères très importants. C'est-à-dire que nous, pour une rédac, historiquement, avec une marque de presse écrite, Twitter, c'est pas un enjeu business, mais c'est un enjeu fort de visibilité journalistique et ça reste important pour chacun des journalistes de la maison où on est très dynamique sur Twitter. Avec un enjeu un peu plus business, on a naturellement Facebook bien qu'on voit depuis 18 mois une grosse baisse des provenances de trafic. On peut pas non plus dire que c'est inexistant et on a presque divisé par 2 les provenances Facebook, mais c'est encore entre 5 et 10% de nos visites. Donc, on peut vraiment pas se passer de cette plateforme en termes de capacité à générer à la fois du trafic chez nous et à la fois donner une visibilité de nos marques sur cette plateforme ou sur nos cibles. On a des reach et des nombres de vidéos vues très conséquents sur Facebook. Et ensuite, dans un enjeu plus business, on a évidemment Instagram, en particulier sur tout ce qui est culture, art de vivre, qui est dans la marque Figaro, le positionnement du 3e cahier qui est inhérent à notre marque d'info. Et c'est évidemment encore plus le cas pour le Madame. Et enfin, dans un objectif qui est quand même beaucoup plus de l'image et d'aller chercher des nouvelles cibles et de faire connaître le métier de journaliste. On a une présence TikTok et Snap, mais là, franchement, c'est plus du branding que du business. D'accord, c'est vraiment se dire, on fait un peu de notoriété, on fait découvrir la marque, un premier contact avec la marque avec de futures audiences. Et dernier point important qu'on a pas mal développé là depuis 6 mois et sur lequel on met plus l'accent, mais c'est beaucoup plus récent. C'est YouTube pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a lancé nous Figaro TV, donc on a maintenant un gros volume de vidéos qu'on découpe sur les réseaux sociaux et qu'on distribue sur notre site et sur YouTube. Donc il y a à la fois un enjeu
de faire savoir sur notre marque Figaro TV, et aussi un enjeu business où la rémunération du pré-roll YouTube est quand même plus intéressante que pas mal de rémunérations de nos amis GAFA. Ouais, donc là, il y a un enjeu business là-dessus. On y reviendra peut-être après, si tu veux bien. Michael, pareil, comment est-ce que tu classerais ou sur quel réseau social vous êtes plus investi? Ou peut-être il y en a certains sur lesquels vous n'êtes pas? Alors oui, après ça dépend de tout ce qu'on met dans le réseau social, mais on va dire tous les réseaux sociaux conversationnels d'aujourd'hui, type Telegram, Blue Sky, Mastodon ou autre. Non, la marque L'équipe n'y est pas présente pour des raisons tout simplement de ressources, mais aussi de dispersion. Donc il y a pas mal de réseaux sur lesquels on ne s'est pas lancé. En revanche, sur tous les classiques habituels, on y est présent. Facebook étant le premier historique et qui sera toujours de très loin celui sur lequel on va toucher le plus grand nombre de personnes avec un niveau de reach toujours le plus élevé. Et c'était surtout le seul probablement qui permettait de générer du trafic. Ouais. Comme Il y a combien votre trafic aujourd'hui en provenance de Facebook? Par rapport à l'ensemble, alors nous c'est assez particulier, c'est qu'on est vraiment sur des core users, donc le trafic généré, le SMO, le trafic généré par les réseaux sociaux sur notre site et app, en général, ça va pas dépasser le 1 à 3% maximum, hein. Ouais. Donc c'est à la fois important parce que ça nous permet de toucher des personnes qui sont rares ou occasionnelles et qui viennent assez peu sur notre site, et donc pour pouvoir tout simplement un petit peu doper notre audience globale mensuelle sur le site. Mais c'est à la fois pas une priorité puisqu'on sait pertinemment que chez nous le trafic n'est pas issu du social media. Ouais, les gens viennent sur l'équipe, tapent l'équipe.fr. C'est très très relatif. Hmm. Donc c'est pourquoi on tend beaucoup plus à aller vers une stratégie de contenu à proprement parler sur les réseaux et sur Facebook. Donc forcément ça pour tout ce qui touche à la vidéo également, mais également à la breaking fonctionne très bien. Sur Twitter, on a largement revu la voilure et on s'est fait considérablement calmer en termes de publication, puisqu'on observait plusieurs choses. La première, c'est que forcément, on générait pas de trafic. La deuxième, que les gens ne lisaient pas ce qu'on écrivait. La troisième, c'est que d'un point de vue business, on a très très peu de dispositifs sur ce réseau. Donc assez peu sur Instagram. On avait au départ un enjeu d'acquisition pour aller et de notoriété. Maintenant, il est en train de stagner. On a plus un enjeu de vidéo vue, justement, qui fonctionne très très bien pour tout ce qui touche à la vidéo verticale. Snapchat, on a repris également notre activité dernièrement où on y propose justement des découpes de la chaîne L'équipe. Et TikTok, en fait, qui s'est imposé très rapidement comme quasiment notre deuxième réseau en termes de reach aujourd'hui, sur lequel on touche le plus grand nombre de personnes mensuelles, uniques, après Facebook. Donc, idem à travers la déclinaison de vidéos verticales, puisqu'on a un catalogue de droits assez large, en fait, sur notre bouquet de chaînes, qui est la chaîne L'équipe et ses annexes que sont l'équipe live, donc toutes les chaînes connect qu'on peut avoir sur les directs en simultané. Donc ça nous fait un catalogue très très large de vidéos qu'on cherche justement à valoriser, à exploiter du mieux possible, et qui retrouve pour terminer juste son expression la plus totale sur YouTube, puisque sur tout ce qui est résumé d'événements, compétitions sportives, comme vous pouvez l'imaginer, c'est parfait pour ce genre de support, et on a eu une croissance très très élevée sur YouTube sur les 2 dernières années, en franchissant la barre du million en septembre dernier déjà. Donc, on espère aller encore plus loin, mais bien sûr, cela dépend un petit peu du niveau fluctuant des droits qu'on peut avoir. Ouais, et sur TikTok, donc vous avez voilà, tu dis un gros riche, mais vous monétisez sur TikTok? Non. Et c'est, je pense, un des gros travaux qu'on a tous à faire en tant que médias, tous ensemble, de savoir comment on parle à cette plateforme de concert et d'un commun accord pour justement essayer d'en tirer quelques subsides, parce qu'aujourd'hui on a une production qui est assez pléthorique, mais tous, hein, donc tous les médias concernés, et je suis pas sûr que l'un d'entre nous en récupère le moindre centime, si ce n'est en brand content. Oui, c'est ça. Enfin, on peut poser la question. Anne, Claire, je sais, est-ce que il y a une monétisation chez vous sur TikTok en dehors d'opérations de brand que vous faites avec des marques? Non. À part en effet, aujourd'hui, c'est un enjeu de visibilité sur toutes les marques qui sont, et donc c'est un vecteur à la fois de modernité et puis d'engagement de communauté qu'on trouve pas ailleurs, en fait. Ouais. En effet, c'est de la monétisation brand content. Anne? Oui, à date, on n'a que du brand content. Après, vous avez dû tous le voir. TikTok, en tout cas, commence à essayer d'ouvrir, et Reworld, par exemple, en fait partie. Et
des systèmes de partage de revenus et de reversement sur leurs emplacements pubs à eux. Mais c'est pour l'instant pas chez nous. Ok, donc ça va venir. Mais ils sont en train d'essayer, quand même d'ouvrir un peu à certains médias. En dehors de créateurs, quoi, en dehors des créateurs. Mais pour info, c'est systématiquement pas sur de l'information parce que peur du contexte anxiogène, un peu ce qu'on vit aussi sur le display web toujours, y compris sur les plateformes. Donc c'est un peu terrible pour nos métiers de pure information, journalistiques, d'information, puisque c'est souvent sous-monétisé par rapport à du lifestyle ou d'autres thématiques. Ouais, ça on en parlera peut-être justement après sur les formats. C'est un bon point. Claire, je reviens un petit peu en arrière parce que je t'ai pas laissé peut-être t'exprimer sur voilà comment dans votre mix marketing sur les réseaux sociaux. Est-ce que chez Prisma il y en a certains qui sont plus investis que d'autres, d'autres sur lesquels vous voulez pas aller ou vous n'êtes pas et c'est pas grave. Quelle est votre stratégie là-dessus? En tout cas, c'est vrai que c'est une bonne question parce que on se parlait, moi au tout début, je parlais un peu de priorisation des marques. La question, parce que en ayant beaucoup de marques, c'est vrai qu'on se pose la question. Et les plateformes, c'est la même chose. Donc évidemment, Facebook, c'est une plateforme qui reste au cœur de nos stratégies parce que c'est là où on va chercher de la puissance. Et nos communautés sont importantes parce que historiques. Mais après, on a Instagram, c'est vrai, qui est une plateforme importante parce que notamment avec des marques qui sont féminines et donc tout ce qui est autour de l'esthétisme, mais pas que. En fait, c'est vrai qu'avec Géo, on a là un écosystème qui est assez porteur et qui nous permet de monter des opérations de brand content. On se parlait de TikTok, donc ça fait partie des axes stratégiques d'être présent sur TikTok et d'être dans un écosystème qui est assez différent. C'est-à-dire que dans ce qu'on est, et je pense que c'est un sujet qu'on abordera après, mais c'est vrai comment on utilise nos formats sur l'ensemble des plateformes. C'est vrai que TikTok a intégré une nouvelle grammaire, une nouvelle façon, c'est vrai, de produire du contenu, et donc ça nécessite, c'est vrai, aussi de se développer d'un point de vue éditorial sur une plateforme qui requiert d'utiliser des codes bien spécifiques. Et après, donc dans une autre plateforme qui est aussi importante, mais qui est pas aussi importante, mais que de toute façon on travaille sur certaines marques, ça va être Pinterest, notamment pour la cuisine, parce que c'est vrai que c'est à la fois générateur de trafic et puis en termes de brand content, c'est intéressant. Et puis jusqu'à présent, on avait un peu mis de côté YouTube parce qu'on avait fait un certain nombre de tests qui ne fonctionnaient pas. Là, on se repose la question de modalités un peu plus quick win. Et j'ai un peu mis de côté, c'est vrai, Snapchat, qui n'est pas une plateforme qu'on a écartée, mais on a eu beaucoup de déceptions en 2023 à cause du changement d'algorithme. On était extrêmement puissant, notamment avec Voici. Et puis on s'est littéralement écroulé. Donc on y perd sur la plateforme pour pas complètement lâcher l'affaire. Mais c'est ouais, effectivement. Snapchat, c'est juste le changement d'algorithme. Vous avez vu votre reach d'un coup s'effondrer, donc la monétisation liée. Oui. Et on parlait un peu de communication avec les plateformes tout à l'heure. Effectivement, par exemple, TikTok, c'est compliqué. Chez Snap, en l'occurrence, ils vous expliquent, ils vous préviennent, vous leur parlez un peu, ils vous accompagnent là-dessus. Donc on a l'occasion de parler avec eux, alors moins souvent en fait. Il y a une époque où c'était quand même un peu plus régulier. Là, de la même façon, dans leurs équipes, ils ont, en tout cas en France, il y a moins de personnes qui sont disponibles pour nous répondre à nos questions. Les fois où on a des contacts, honnêtement, les conseils sont quand même assez vagues, comme si eux-mêmes ne maîtrisaient pas complètement l'algorithme. Je pense que c'est le cas en l'occurrence. Je suis pas sûr qu'ils aient en tout cas tous les tenants et aboutissants de leurs algorithmes. Anne, même question. Quelle relation vous avez globalement avec ces plateformes, avec ces réseaux? Moi, je partage l'avis de Claire, c'est-à-dire qu'on a plutôt moins d'interlocuteurs en 2024 qu'on a pu avoir dans le passé, en particulier chez Meta, où ils ont fait partir les équipes en France qui étaient chargées des relations médias. Donc, c'est vraiment une assez grosse boîte noire avec ponctuellement des relations avec des gens pleins de bonne volonté qui donnent des conseils, mais qui sont plus ou moins opaques en termes de
de réalité statistique, etc., et qui portent pas toujours leurs fruits, ces conseils, et effectivement eux-mêmes vivent un peu une boîte noire des choix techno de la maison mère aux US, quoi, ou en Chine. Ou en Chine, en l'occurrence. Beau sujet d'actualité aussi, ça, effectivement, avec TikTok et aux US notamment. Michael, même question, qui n'était pas prévue, mais je trouve ça toujours intéressant de voir la relation. Est-ce que l'équipe a de bonnes relations avec les réseaux? Est-ce que tu sens qu'il y a du répondant ou tu partages le constat de tes... Non, franchement, je pense qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne de ce point de vue-là. C'est toujours les plateformes sont les premières à vouloir tous nous embarquer dès qu'il y a un dispositif en particulier ou une nouvelle fonctionnalité à valoriser ou à utiliser. Je pense par exemple au groupe Meta quand ils ont lancé Thread dernièrement. Je pense qu'ils nous ont tous avertis pour qu'on puisse s'embarquer dans l'aventure. En revanche, après, on aperçoit aussi que d'un point de vue RH, chez chacune d'entre elles, il y a quand même une diminution des ressources qui sont mises à disposition des médias. Donc avec forcément une capacité à répondre ou à conseiller qui est moindre que ça pouvait l'être. Donc non, il y a aucune plateforme, on va dire, qui se détache par rapport à une autre en termes de relations. C'est juste que forcément côté méta, historiquement, on a plus de relations qu'on peut peut-être qu'avec d'autres, mais clairement, on aimerait tous qu'elles soient encore plus aidantes. Mais généralement, leurs conseils se limitent à leur savoir et parfois elles ignorent aussi un petit peu comment c'est fait chez eux. Ok, donc bon, ça au moins c'est partagé. C'est tout pareil. Si on rentre un petit peu maintenant sur chaque plateforme et parler un peu de format, si vous deviez définir les 2-3 formats de prédilection sur les réseaux sociaux pour vos médias, ce seraient lesquels? Sous-entendu un peu, est-ce que vous avez des formats natifs qui sont un peu notables chez vous? Peut-être je commence par toi, Claire, si tu veux bien là-dessus. Oui, alors en fait, déjà en fait, je trouve que le produire sur les réseaux sociaux, c'est un peu faire le deuil du fait de maîtriser les choses. Donc en fait, ce que je dis là, peut-être ça d'ici pas longtemps, en fait, ça sera obsolète. En fait, évidemment, la vidéo, c'est un format qui performe bien. Sachant qu'en fait c'est une nouvelle forme de vidéo, il y a le côté en fait snack content qui fait que c'est un montage très cut, même de plus en plus cut, j'ai l'impression. Donc il y a un enjeu de forme, c'est sûr. Le carrousel aussi. Donc ce qui est intéressant dans le carrousel, c'est que ça permet de raconter une histoire et qu'il y ait une progression. On imagine bien sur une recette de cuisine qu'il y ait des étapes, mais même pour un contenu qui n'est pas une recette de cuisine, c'est intéressant. Et puis après, de toute façon, des contenus statiques peuvent être intéressants selon le message, parce que au bout du bout, finalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est le contenu, en fait, c'est l'histoire qu'on raconte. Le format, c'est bien, mais il est au service d'une idée. Je pense que on sera tous d'avis là-dessus que voilà, que si on met de la vidéo sur un contenu qui n'a pas de sens, bon bah ça servira pas à grand chose, ça fonctionnera pas. Ouais. Anne, même question. Est-ce que vous avez des formats de prédilection? Est-ce que On a des formats natifs vidéo pour les réseaux sociaux. Après, on a aussi quand même des beaux succès des coupes de nos émissions télé sur les réseaux. Et c'est beaucoup du fast cam, en fait, avec des interviews, avec la petite phrase choc. Comme dit Claire, tout ça bouge beaucoup et je pense vraiment qu'il y a un petit côté TikTokisation, si on peut dire ce terme-là, de toutes les plateformes. C'est d'ailleurs elles-mêmes dans leur modèle ce qu'elles poussent pour essayer de augmenter leur temps de connexion. Et on le voit, c'est chez nous aussi des formats de plus en plus courts et rapides. Ça, c'est pour la partie vidéo. Nous, on a vraiment créé 2 autres types de rendez-vous, un qui s'appelle Fastcam et un autre qui s'appelle Opinion. Donc là, tout ce qui est idée, quand on s'appelle Le Figaro, ça fonctionne pas mal. Et puis à côté de ça, le carrousel qui permet effectivement de raconter une histoire et peut-être de donner plus d'infos même que sur une vidéo très courte. Très bien, Michael, même question. Est-ce que toi, à l'équipe, vous avez des formats de prédilection qui marchent particulièrement bien? C'est pas vraiment un format de prédilection, mais clairement, ça rejoint ce que disaient Claire et Anne, c'est que sur la vidéo verticale, c'est ce qui a été énormément poussé dernièrement par les différentes plateformes, que ce soit à travers les Reels sur Facebook, les Reels sur Instagram, TikTok qui a
engendré un petit peu ce mouvement-là chez les plateformes. Donc, aujourd'hui, maintenant, à chaque fois qu'on pense vidéo, en tout cas pour les réseaux sociaux, la première question, c'est comment on peut le décliner en vertical. Et ça, on s'aperçoit qu'en tout cas, les chiffres de consultation, de vues générés derrière sont quand même beaucoup plus efficaces, ne serait-ce que les chiffres de distribution par les réseaux et notamment Instagram sur ce sujet-là. Et puis ensuite, on a forcément aussi tout ce qui va toucher aux découpes de chaînes, également comme au Figaro, où on a beaucoup d'espaces de débat entre nos 3 émissions, que sont l'équipe de Choc, l'équipe de Greg et l'équipe du soir, qui nous permettent en fait d'avoir quand même un bon panel ou un bon niveau de débat pour pouvoir justement en tirer le meilleur et la décliner en vertical. Après, on s'aperçoit aussi que ça, c'est du débat et c'est de l'opinion, mais on a aussi une fonction d'explicateur en tant que média. Donc, tout ce qui va toucher à l'analyse ou au décryptage ou à l'explication même de situations en vertical et en face cam fonctionne très, très bien. On a notamment un journaliste qui est entièrement dédié et qui ne fait que ça chez nous, ce qui nous permet d'alimenter très rapidement, en tout cas, nos réseaux pour rebondir rapidement sur l'actualité. Ok. Et on disait donc tout à l'heure, vous utilisez de plus en plus de formats natifs, peut-être moins de redistribution de votre stock. Comment vous faites ces arbitrages? Est-ce que vous pouvez pas, je sais pas si vous pouvez publier autant que vous le voulez en volume, ou est-ce que vous vous limitez parce que vous avez vu que en faisant, je sais pas, 10 publications par jour, si vous en faites plus, ça fait baisser le reach, etc. Quelle stratégie vous faites entre la republication de contenu, du natif, pour pas spammer non plus? Je te laisse la parole, Mickaël, t'étais dessus, donc je te laisse. Ça va dépendre vraiment des plateformes. Sur Facebook, on a eu tendance à avoir une stratégie un petit peu à la baisse, où on publiait beaucoup. Il y a 5-6 ans, on était plus proche du 30 à 40 posts par jour. Maintenant, on est plus proche du 20. Et on est entre 20 et 25. On a largement diminué pour essayer de laisser respirer un petit peu plus les publications, notamment. Et surtout aussi aller chercher un peu plus de vidéos de plus de 3 minutes, puisque ce sont celles qui sont les mieux monétisées sur Facebook. Mais pour ça, il faut aussi leur laisser le temps d'être distribuées un petit peu pour qu'elles respirent. Donc forcément, on voudrait parfois publier plus, mais on va avoir un tel niveau maintenant de contenu vidéo à disposition et de contenu même statique en graphisme qu'on est en capacité de produire. On en est plus à une volonté ou une stratégie de penser qu'est-ce qui est le meilleur, vraiment, qui va être le plus engageant. Et donc, on est plutôt c'est plutôt ça notre réflexion aujourd'hui, c'est tout le travail d'éditorialisation qui est réalisé aujourd'hui au social media, c'est qu'on peut pas forcément mettre en avant les 150 brèves ou 200 brèves qui sont publiées par jour sur le site. Ça n'aurait aucun intérêt. Donc, on a vraiment un vrai travail d'éditorialisation, en fait, pour pouvoir profiter, en tout cas, de la distribution et le faire savoir des plateformes. Et dans le même temps aussi, communiquer sur le meilleur de notre production, quoi. Même question, Anne, parce que c'est pareil, je sais pas combien d'articles vous publiez chaque jour au Figaro ou Madame Figaro, c'est en centaines, hein. Comment vous sélectionnez ces contenus entre ce qui va être production native, tu l'as dit, après 2022, vous êtes plus tourné vers du natif pour les réseaux sociaux, mais il y a aussi tout ce stock qui est intéressant, qui peut ramener du trafic. Quel arbitrage vous faites pour choisir tel contenu? Ouais, c'est vraiment la courbe d'expérience, exactement comme à l'équipe. On a plutôt eu tendance à baisser le nombre de postes pour essayer de gagner en performance en termes de reach, parce que finalement, poster trop était chronophage et moins performant sur la plupart des plateformes, hein. Donc, on essaie et on suit vraiment chaque mois le temps passé sur les prods et les performances de chaque prod. Et en gros, sur la partie Figaro, on produit à peu près 90 vidéos par mois. Alors, il y en a qui sont extraits de notre chaîne, hein, donc ça permet ça quand même d'être plus efficace, ou avec des bons outils et des templates, ça va assez vite. Et puis, on a une prod ad hoc et ça doit être 2-3 par jour qu'on distribue en multicanal au max. C'est vraiment le gros travail qu'on arrive progressivement à mettre en place. Ce qui a 2 vertus, c'est l'économie et l'optimisation des équipes, parce que à 13, on multiplateforme, on ne peut pas non plus faire des miracles. Et à l'inverse, en plus d'asseoir la marque et d'essayer de créer des rendez-vous et d'avoir une cohérence. Ouais. Ça, effectivement, ça doit être un peu de boulot. On imagine bien cet arbitrage. Claire, peut-être même question sur certains arbitrages, et puis après, on pourra peut-être parler aussi un peu de live, mais avant, voilà,
entre toutes vos marques, quels arbitrages vous faites entre le stock, le natif, qu'est-ce que vous regardez aussi comme métrique pour choisir tel ou tel contenu? Alors même chose, en fait, on fait des choix parce que on est quand même limité par les ressources, donc on préfère évaluer les contenus qui ont le plus de potentiel pour ne poster que ce qui va développer l'engagement. Par rapport à ta question sur quels sont les indicateurs qui sont importants pour nous aujourd'hui, c'est les communautés, la taille des communautés bien sûr, parce qu'il faut avoir une taille critique pour derrière monétiser. Mais c'est vrai que l'engagement, c'est un élément très important pour nous qu'on suit. Les vidéos vues aussi pour qu'on raconte un peu la puissance de ce qu'on fait. Donc oui, on fait des choix. En fait, on fait des choix sur le nombre de contenus qu'on poste. En se basant sur votre expérience de ce que vous sentez va avoir le plus de succès. Il n'y a pas de méthode scientifique. On peut pas développer un outil, un algorithme interne qui dirait tiens tel indice de succès d'un contenu produit. Non, alors je sais que ça existe et qu'il y a un outil comme ça qui existe, qui est une sorte de boîte noire où on met la vidéo et il en sort une note de potentiel sur les réseaux. Donc, on a prévu de le tester, c'est vrai, de tester ce type d'outil, mais je suis pas sûre que ça réponde exactement à ce que tu dis, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a une volumétrie, une bonne volumétrie à poster sur les réseaux? Oui, il y a des recommandations que font les plateformes et qu'on essaye de suivre, c'est vrai. Mais tout ça, on le dit depuis le début de cet échange, hein, c'est que ça change à peu près tout le temps. Ouais, donc c'est dur d'investir. Je repose cette question à Anne et Mickaël. Est-ce que vous avez des outils comme ça ou développés ou c'est vraiment sur votre propre expérience sur comment on va juger, comment on imagine la vie d'un contenu, le succès d'un contenu? En général, on va déjà se baser en fait sur le succès peut avoir le contenu sur le site, c'est-à-dire le thème, le sujet évoqué. Ouais, l'appétence pour le sujet. Voilà, exactement. On va déjà regarder un peu l'appétence et la lecture que ça peut provoquer après sur le site. En le repérant, on se dit tiens, disons que ce thème-là, il est très commenté sur le site, il est très consulté également sur l'app. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'en faire une vidéo, quelque chose qui explique, où on va un peu plus loin, où on en raconte un peu plus? Et à partir de là, on se dit que ça peut quand même avoir de l'intérêt pour l'autre public, celui qui n'est pas forcément sur notre site ou sur notre app. Mais sinon, non, c'est beaucoup plus à l'expérience et au final de savoir exactement, de se dire bon, ça c'est un thème qui peut vraiment très bien fonctionner sur les réseaux. C'est plus le passé qui parle pour nous que une quantification exacte d'un outil improbable. Anne? Pareil, c'est vraiment de l'expérience et de l'intuition avec à la fois ce qu'on a sur nos sites, nous, une grosse veille aussi des tendances, des réseaux qui nous aident même quelquefois. Vraiment, toutes les équipes travaillent assez bien ensemble pour aussi remonter des infos ou des idées pour le site. Donc, c'est vraiment un gros enjeu de travailler ensemble et d'avoir des canaux d'outils collaboratifs, mais qui sont vraiment super classiques en Teams, en doc partagé, pour se faire des groupes d'expérience et faire des choix. Ok. Donc voilà, c'est l'expérience, le site et puis des choix à faire avec des succès et des flops, j'imagine. Exactement. Forcément. Exactement. Mais comme Claire, il y a quelques outils quand même sur la place. On s'est un peu posé la question, mais comme tout en plus évolue très vite, c'est-à-dire le temps de prendre en main un outil, de le mettre en place, comme les plateformes ont changé leur système ou nous, nos enjeux parce que l'économie a changé, c'est vrai qu'on n'a pas mis le sujet en priorité en haut de la pile. D'accord. Et puis j'ai envie de dire, pardon, je peux péter. Ouais, bien sûr. Tout dépend. En fait, si on fait beaucoup de curation, il peut y avoir un intérêt d'utiliser un outil qui semble magique pour évaluer un contenu. Mais comme en fait là autour de la table, on fait de la création de contenu. Notre stratégie, elle est vraiment, j'ai l'impression, tous sur comment créer de la valeur. Et donc on crée des vrais contenus. On n'est pas que sur de la curation, même si des fois c'est intéressant. Donc du coup, ces outils-là n'ont pas forcément cette capacité d'évaluer le potentiel d'un contenu créé, de la valeur. Ouais, ex nihilo, qui a pas encore une vie sur le site, dont on n'a aucun métrique si ce n'est un thème. Alors après, on pourrait imaginer, je sais pas, par rapport à une vidéo
vidéos, peut-être analyser en termes de montage s'il y a un peu un momentum, s'il peut y avoir un cliffhanger. Bon, après là, c'est des trucs un peu peut-être science-fiction, mais on pourrait imaginer. Il y a une question dans le chat de Sophie Merle qui demande quels sont les outils dont on parle. Est-ce que vous avez des noms d'outils quand même que vous avez testés ou vous avez en tête qui existent mais que vous n'avez pas testé, juste qu'on ait un peu une idée? Ah oui, moi, je SharePy qui est commercialisé par Loopsider. Oui, Ok. c'est à celui-là que je pensais aussi. Voilà. Bon, et ben donc SharePy de Loopsider. Je crois que c'est le même pour tout le monde. Ok, et ben écoutez, voilà, donc on mettra. On l'a pas essayé encore. Bon, Nous, on va le tester. Bah voilà, si vous avez des retours, faites-les au geste, remontez ça. Moi, ça fera gagner du temps. À tout le monde, je disais rapidement, je voulais parler un peu du live. Quelle part prend le live dans ce que vous faites là-dessus? On parle là beaucoup de montage, de vidéos, etc. On sait quand même que sur certains réseaux, alors on a parlé de YouTube, il y a Twitch, il y a Facebook, il y a des lives. Est-ce que ça a une part importante dans votre stratégie sur les réseaux? Allez, Michael, je te laisse commencer sur cette question. Merci. Alors, pour tout ce qui touche au direct, ça fait partie un peu dans une stratégie plutôt globale. C'est-à-dire que quand on est sur un réseau, on se dit, bon, pour pouvoir maximiser nos chances, il faut qu'on utilise tous les outils qui sont mis à disposition. Autrement dit, sur Facebook, vous avez du direct, sur Insta, vous avez du direct aussi, YouTube, forcément, sur Twitter, un petit peu moins, c'est quand même moins, un petit peu là, c'est moins l'usage en tout cas, mais vous pourriez très très bien en avoir. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement utiliser toutes les fonctionnalités pour espérer quand même être repéré comme étant un bon éditeur vis-à-vis des plateformes. Donc aujourd'hui, on en produit forcément assez facilement puisque à travers la chaîne et l'équipe live, nous avons beaucoup de directs qui peuvent être ingestés en fait dans ces plateformes-là, mais également après tous les autres canaux et signaux qu'on peut recevoir de l'extérieur, des conférences de presse et autres. Donc, en fonction de l'intérêt éditorial, on va être amené à faire du live directement, ce qui nous permet tout simplement de le faire aussi un petit peu de mutualiser les coûts. C'est-à-dire qu'on va pas créer des directs ad hoc, et c'est assez rare qu'on le fasse. On l'a fait actuellement avec une émission qui s'appelle le Salon Tactique, qui revient sur les différents enjeux tactiques en rugby, par exemple sur le tournoi Destination. C'était tous les lundis. On l'a diffusé aussi sur le site. Il est diffusé également sur Twitch. Pour autant, l'intérêt, c'est quand même de pouvoir alimenter le site quand on produit des directs et de pouvoir animer en fait notre page d'accueil. Maintenant, d'un point de vue éditorial aussi, hier, les différentes confs de presse de Didier Deschamps et des joueurs, on les a envoyées sur Facebook, on les a envoyées également sur YouTube. Voilà, c'est tout. On essaie de saisir un petit peu toutes les opportunités possibles pour pouvoir proposer du direct également. Même si on sait que l'exploitation du direct se fait encore mieux quand vous en découpez tout simplement vous créez de la matière, Ouais. de la matière à disposition. Ensuite, vous la découpez. Vous savez très bien qu'en VOD, si je puis dire, vous avez un potentiel de reach beaucoup plus élevé que sur le direct même. Donc c'est plus opportuniste. Il y a des rendez-vous comme ça que vous faites en live, mais la vraie vie du contenu, elle se fera après en VOD, découpée, bien mise en avant, etc. Anne, sur le live, la stratégie du Figaro. On le propose beaucoup sur le site, mais effectivement, pour jouer les bons élèves, on l'a un peu distribué sur YouTube et sur Switch ponctuellement. Et très franchement, comme les retours étaient quand même pas d'une efficacité redoutable et la découpe et la mise à dispo a posteriori pour être vue à la demande, on s'acharne pas à date sur ça. Ok. C'est tel qu'ils aient le nom de la texte, effectivement. C'est-à-dire que on a du mal à créer un rendez-vous. Ou est-ce que c'est pas aussi contradictoire avec le fait de se dire, comme ça sera en VOD, bah en fait, j'ai peut-être pas besoin de me bloquer un créneau, d'aller regarder ça en live. Bah après, YouTube par exemple pousse beaucoup à ce qu'on te propose, hein, parce que eux c'est leur strat. Bon après. Ça changera peut-être. Aujourd'hui, on se dit bon, c'est bien que l'appli et le site du Figaro deviennent un rendez-vous sur ce type de choses, donc pas la peine de multiplier les initiatives les sources ailleurs. de direct partout, quoi. Voilà. Mais okay. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, mais sauf si je me trompe, hein, n'hésitez pas à compléter. On a encore moins de modèles économiques là-dessus chez les plateformes. Donc bon, c'est quand même d'être vigilant et d'orienter pas seulement en termes de communication, mais aussi de retention investissement. Normal, ça s'entend. Claire, même question chez Prisma Media, la stratégie du live et sa monétisation ou son absence de monétisation peut-être. En fait, on fait des captations dans les conditions du live.
Mmh. Mais c'est vrai que le live, on en fait peu. On a fait, il y a eu un moment donné, on a pu faire des live shopping en marque blanche, mais c'est vrai on en fait peu, on en fait très peu. Oui, parce que pareil, hein, le modèle économique on l'a pas trouvé. Ouais, coût de production et retour Ouais. sur investissement un peu compliqué. Bon, donc le live, on met de côté dans sa strate réseau social, c'est clair. On parlait justement un peu de ROI. Combien tout ça, ça coûte? Alors on a vu, hein, il y a des humains, il y a des salaires, etc. Mais comment est-ce que vous arrivez à alors monétiser? On en a parlé, mais en tout cas rentabiliser. Est-ce que ce sont aujourd'hui des business units, désolé pour l'anglicisme, rentables? Anne, je te laisse commencer. Est-ce que c'est rentable cette cellule de 13 personnes réseau social? Non, Non. non. Après, on est hyper vigilant et bon, franchement, c'est quand même assez important dans l'essentiel de nos revenus, il vient plutôt du brand content et de notre capacité à commercialiser des formats via des dispositifs 360 et on progresse pas mal. Sur le Madame, on est presque à l'équilibre sur les contenus féminins et moi, je considère que c'est aussi une forme d'investissement qu'il y a de la com que de distribuer ces contenus et d'aller recruter des lecteurs pour demain. Donc, on n'est pas loin du but sur la partie Figaro. On n'y est pas encore, mais ça progresse. Après, la part des revenus, elle est quand même essentiellement liée au boulot de notre régie publicitaire, beaucoup plus que des revenus des plateformes. Donc après, au niveau 2, la vraie question que j'ai du mal à traquer, c'est en développant les communautés, on utilise aussi ces canaux-là pour après aller recruter des abonnés premium sur le Figaro. Donc typiquement, Facebook est quand même un canal de recrutement intéressant. Plus on a de fans, plus on a de lecteurs, plus on a de la bonne data. Est-ce qu'on améliore nos coûts de recrutement? J'espère, mais c'est difficile de vous le quantifier exactement. Mmh. Même question, Claire. Est-ce que aujourd'hui ces départements réseaux sociaux sont rentables et peut-être pour creuser un peu le point qu'évoquait Anne et qui rejoint la question un peu d'Emmanuel Paroli dans le chat sur la promotion des contenus promotionnels. Est-ce qu'au final tout ça sert à cette promotion de brand content? Ce que vous a priori savez aussi bien faire chez Prisma Media. Voilà, donc la rentabilité de ces cellules et la part un peu du brand content là-dedans. Alors la rentabilité, par exemple, Simone est rentable. Alors on est très vigilant, c'est vrai, sur l'équation économique de tout ça, et c'est pour ça en fait que on a une organisation assez hybride. On produit de la vidéo à la fois pour nos sites où on va chercher de la rentabilité et pour le social où on construit notre rentabilité. C'est pour ça que je peux difficilement définir moi une rentabilité sur le social pur. Voilà. Mmh. Et après, en fait, peut-être parce qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, c'est tout dépend du type de production et c'est pour ça qu'on cherche à faire un équilibre assez serré. On n'a pas parlé de l'influence en fait. Le fait d'intégrer de l'incarnation qui est clé, hein, franchement, qui est clé sur un média virtuel, ben, il faut d'autant plus rassurer, apporter de l'authenticité. Et l'incarnation, elle est hyper importante et ça peut coûter très cher. Donc nous, aujourd'hui, on est ultra vigilants là-dessus, sur comment apporter de l'incarnation qui ne coûte pas cher parce que un influenceur, ça se chiffre vraiment très très vite. Et le ROI, là, pour le coup, il y en a pas du tout. Donc même sur une très belle OP qu'on peut vendre, si on a mis un influenceur, ou un producteur de contenu qui nous facture très cher, bon bah au final, il nous reste pas grand chose, quoi. D'accord, mais vous le faites quand même. On le fait, mais du coup sur des créateurs, des influenceurs qui ont une notoriété plus petite ou qui eux-mêmes cherchent quelque chose en s'associant à nous. On est ultra vigilants là-dessus. C'est vrai. J'ai l'impression voilà, que c'est un peu un mot d'ordre, la vigilance serrée un peu et suivre. Michael, pareil, comment tu mesures un peu la rentabilité de ce que vous faites sur les réseaux sociaux? Bah, forcément, déjà, on va voir, on va avoir deux parties, on va dire, de monétisation directe issues, notamment puisque c'est uniquement du côté de la vidéo, des plateformes de monétisation directe issues des plateformes. YouTube étant celle qui est la plus rémunératrice de très loin, si on s'arrête à la monétisation directe.
On espère que demain TikTok puisse s'ouvrir à ça, même si on rêve pas trop, on pense pas que ça va nous sauver non plus. La monétisation sur Facebook étant pas simple non plus, puisque vidéo plus de 3 minutes et les insertions de mid-roll est pas non plus simple, donc c'est très difficile d'être monétisé là-dessus. Donc c'est vrai que pour tout ce qui touche à la monétisation directe, clairement le ROI c'est non. Après la question justement, comme disait Emmanuel dans le chat, forcément c'est ce pourquoi on insère des dispositifs de brand content qui sont vendus directement par nos régies en gré à gré, pour essayer de pouvoir construire quand même quelque chose qui soit un minimum intéressant financièrement. De là à pouvoir en faire un équilibre direct par rapport aux investissements humains, matériels et temps passé, c'est une équation qu'on serait même pas en capacité de pouvoir établir ou poser sur un papier. Donc là, je serais bien mal placé pour pouvoir répondre à cette question. Donc sur tout ce qui touche à ça, du coup, forcément, on essaye de limiter un maximum toutes les charges. Donc on fait pas appel à de l'influence. Parce que comme le disait Claire, ça peut coûter très cher. Et nous, sur le thème du sport, on est un petit peu moins dans ce besoin. Ouais. Donc, on fait très peu appel à l'influence. On l'a fait une fois pour animer un live et ça a coûté très cher. Et donc, forcément, le ROI, comme le disait Claire, Il chute dramatiquement tout de suite, quoi. fallait l'oublier sur cette opération. Qui plus est, parce que c'était diffusé sur Twitch, où là, où la rémunération est encore plus légère, j'ai envie de dire. Non, Emmanuel, pour répondre à ta question, logiquement, ton film ne doit pas être plein de contenu brandé. C'est justement tout notre travail de le contrôler. Donc, j'espère en tout cas que t'es pas exposé uniquement à ça. Sinon, c'est vraiment qu'on a mal fait notre travail, parce que on doit bien sûr préserver en fait toute notre audience qui n'est pas là, elle, pour recevoir que de la publicité à proprement parler. Elle est là pour recevoir du contenu, pour se divertir, pour s'informer, pour mieux comprendre les choses. Mais forcément, dans notre guerre qui est celle des médias, on est obligé parfois aussi de travailler avec les marques, et c'est quand même bien logique pour pouvoir rémunérer un minimum d'investissement. C'est clair. Il y a quand même en plus des belles opérations aussi à faire là-dessus. Mais ceci dit, On est tous pareils hein, sur le brand content. C'est du contenu de marque, certes, mais ça reste du contenu. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a quand même quelque chose. C'est pas uniquement l'exposition d'une marque ou un placement de produit. Je pense qu'on a à peu près tous ces limites-là dans le monde des médias. ouais, On essaye au moins de construire avec des marques un contenu. Je vais parler de sport, mais un contenu qui parle de sport vraiment. Je veux dire, il y a quelque chose, il y a quand même un minimum de fond. Et vous continuez d'investir, de recruter sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est là vous êtes à un équilibre, c'est stable et vous avez une machine qui fonctionne bien? Recruter au sens on recrute des abonnés ou... Non, je parle là vraiment en termes de charge. Est-ce que vous continuez d'investir sur les réseaux sociaux? Oui, probablement, notamment à très moyen terme. Je pense qu'on va continuer de se développer. Je pense qu'il y a eu aussi une stratégie de mutualisation à faire autour de la vidéo et de tous les métiers que touche à la vidéo, c'est-à-dire notamment tous les métiers de post-prod que nous, les médias écrits, on avait très peu intégré quand même dans la segmentation des tâches. Donc, tout ce qui touche au montage, motion design, étalonnage, mixage, tous ces métiers-là n'existent pas. Ça veut pas dire que demain, c'est des compétences qu'on internalisera complètement. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers ce genre de métier et de compétences pour pouvoir tout simplement avoir une production qui soit toujours de meilleure qualité. Puisque peut-être qu'à terme, tout ce qu'on fera sur les réseaux sera uniquement de la vidéo. Ouais, c'est possible. Et là, l'IA aussi, peut-être qu'il y aura des choses à faire pour faire des Exactement. vidéos un peu plus premium, voilà, qui généreront plus d'engagement. C'est des outils déjà qui existent sur le marché, mais on peut imaginer quand même avec des Sora de OpenAI des choses à venir dans la vidéo qui peuvent être assez révolutionnaires. Même question, Anne, vous continuez d'investir? Nous, en termes d'équipe, là, on est assez stable. En tout cas, on a prévu de rester stable en 2024. Après, on est plutôt à essayer de gagner en efficacité. Donc, on travaille beaucoup sur le circuit de production, l'efficacité et des outils, effectivement. Donc, c'est une forme d'investissement pour gagner en efficacité et essayer de rester stable en termes de ressources avec quand même des équipes déjà assez importantes. Et après, on s'entoure de plus en plus de free s'il y a besoin, surtout sur la partie madame, pour être capable sur certains événements qu'on veut tout particulièrement couvrir ou certaines opérations ponctuelles, de pouvoir monter en charge vite sans avoir des coûts fixes trop importants. Très clair. Même question claire sur un peu l'effort d'investissement qui continue d'être fait, ou est-ce que vous stabilisez aujourd'hui?
Alors c'est vrai qu'on a, par rapport au point de Michael sur les équipes, par exemple de production, c'est vrai que nous on a créé un studio de production, donc on a développé, intégré cette expertise-là, même si on fait appel à des freelances. Donc nous, on est plutôt en mode, on peut être amené en fait à encore développer les ressources parce que on va avoir des nouvelles marques, par exemple, on va aller toucher des nouvelles communautés. Donc ça peut être lié à ça parce qu'on est dans cette logique de test and learn et on identifie par exemple sur la connaissance, il y a du potentiel. Donc aujourd'hui, on investit sur ça m'intéresse et les savoirs inutiles qui ont du potentiel. Donc c'est plutôt en s'appuyant comme ça sur des intuitions qu'on peut avoir qu'on va être amené à développer. Donc pas de manière trop exponentielle. Et sinon, en fait, ce qu'on fait aussi, c'est on va pas tout internaliser, on fait appel à des prestataires, qui est une façon, c'est vrai, aussi d'investir, Ouais, bien sûr. tout en restant vigilant sur les charges qu'on intègre en interne. Ouais, pour anticiper des Oui. changements, voilà, et être un peu agile aussi vous par rapport à ces partenaires. Si on se projette un petit peu dans le futur, votre vision un peu de l'évolution des formats enfin l'évolution des formats. On parle beaucoup d'infotainment. Tout à l'heure, Anne parlait aussi du côté un peu anxiogène des news. Est-ce qu'on va vers des choses justement un peu plus légères parce que ce sera plus facile à monétiser? Comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution des formats? Anne, je te laisse peut-être commencer là-dessus. Nous, on joue vraiment les deux tableaux. Alors après, dans même la partie papier du Figaro, on a ce troisième cahier, on a des rédactions conséquentes sur tout ce qui est culture, gastronomie, art de vivre, etc. Donc oui, on essaie d'orchestrer toutes les thématiques. Évidemment, jouer notre rôle de média d'information générale. Avec, c'est vrai, sur les plateformes jeunes, des algos, en tout cas par exemple sur TikTok, etc. On aimerait jouer le rôle de décryptage, de lutte contre les fake news, etc. Donc on prend tous les sujets de fond et c'est vrai que c'est quand même rarement les meilleures performances en termes de nombre de vidéos vues et qu'il y a des appétences plus importantes sur d'autres thématiques avec même un côté people qui rejoint ce que vous dites sur les influenceurs, etc. Donc, on joue les deux tableaux sans lâcher notre métier initial qui est celui d'information générale. Michael, même question un peu de ta vision de l'évolution des formats. Alors, c'est sur le sport, c'est peut-être un petit peu différent, mais Ouais. sur On va dire que c'est notre matière par essence, c'est déjà un peu plus légère, hein, c'est forcément un peu plus simple. Mais je pense qu'on aura quand même toujours un besoin de rendre l'info fiable et sourcée et véritable. Donc, je pense que la partie information, en tout cas nous, dans le sport, va jouer énormément parce qu'il y a énormément d'acteurs et beaucoup de concurrence. Et on va estimer humblement, en tout cas, que l'information qui provient de notre rédaction à l'équipe est de qualité vérifiée et extrêmement sourcée. C'est toujours, en fait, à travers les contenus vidéo qu'on va tenter de le faire savoir. Donc, on va quand même avoir toujours cette partie information, mais aussi on va avoir une autre partie et qu'on a déjà commencé plutôt à intégrer. C'est en fait toutes les questions que se pose pas notre rédaction aujourd'hui, puisque en fait elle va considérer que ce sont des questions complètement évidentes dans le monde du sport. Je pense qu'on a toute une cible en fait encore à toucher pour vulgariser sur les différents sujets, les règles, les compétitions, l'organisation du sport dans sa globalité, pour avoir justement un petit peu un côté un petit peu plus accessible pour tous ceux qui arrivent sur les réseaux et toujours les jeunes cibles, pouvoir leur apporter une information un petit peu complémentaire de ce qu'ils peuvent avoir en tout cas sur le site. Donc sur les formats, je pense que on va avoir un petit peu ces deux sujets, le côté un peu breaking information et le côté un petit peu je vous explique exactement comment ça se passe dans notre matière. Et l'autre sujet forcément c'est sur le format. Je pense que le métier de community manager a quand même largement changé sur les 5-6 dernières années. On leur demande de plus en plus d'être des producteurs de contenu. Je pense que ça n'existera plus vraiment en fait le community manager à qui on demandera demain de générer du trafic sur son site, en passant par des techniques de clickbait qui pouvaient être les plus affreuses qu'on pouvait voir. Je pense que dans nos métiers, on va vraiment de plus en plus se tourner sur des producteurs de contenu, mais à proprement parler, c'était vraiment des journalistes avec plein de créativité, avec toute la liberté de ton qu'ils peuvent avoir, et si on est en capacité de leur donner justement les ressources disponibles pour qu'elles s'expriment dans leur production de contenu, je pense qu'on aura déjà fait un très grand pas.
C'est clair. Et puis là, avec les JO vous allez avoir un peu Exactement. d'explications. Et alors là, je pense que c'est pour tous, hein. C'est pas réservé à l'équipe. Je pense que même, Oui, parce que quand faudra expliquer le ball trap ou une compétition de skate, il y a un moment, la rédaction le fera pas. Ouais. Donc ça fait partie ça fait partie du jeu, tout simplement, du fan de sport. Mais forcément, sur les réseaux, nous, on va arriver à les expliquer, mais des choses très, très bêtes. Ça peut aller de la couleur des anneaux, pourquoi les JO existent, pourquoi telle nation y sont, pourquoi d'autres nations y sont pas, pourquoi telle discipline y est. Voilà, des choses sur lesquelles, en fait, logiquement, quand vous êtes un média sportif, vous ne revenez pas. Ouais. Puisque vous estimez que c'est une information comprise et acquise par tous. Ouais. Merci, Mickaël. Dernière question et après j'aurai 2 questions de chat, dont celle de François Jean, mais qui datait de tout à l'heure, mais je reviendrai dessus. Et peut-être je vais commencer par toi, Claire. Est-ce qu'il y a des médias ou des bonnes pratiques qui vous inspirent aujourd'hui, alors France ou international ou peu importe, et des choses que vous aimeriez peut-être tester dans vos médias respectifs? Je discute pas mal en fait avec les rédactions de l'envie de faire plus de formats longs et de reportages. On a vu c'est Combini qui a lancé sur YouTube un docu-long, donc il y a quand même cette envie. C'est vrai, ça rebondit avec la question précédente sur l'information, l'edutainment. En fait, l'edutainment, et donc du coup de pouvoir sortir du face cam et ou sinon de la vidéo très snack. Ouais. Voilà. C'est une très bonne tendance. Non, mais t'as raison, l'edutainment, c'est quelque chose et qui rejoint un peu ce que disait Mickaël avant, quoi. C'est pas besoin d'expliquer aussi les choses, et ce sont des formats qui, pour le coup, c'est pas que je suis obsédé par le business, mais se monétisent assez bien, en tout cas. Anne, pareil, est-ce qu'il y a des formats ou des médias qui vous inspirent au Figaro? Et puis peut-être question spéciale pour toi, soufflée par Louis Ricou dans le chat, un mot sur LinkedIn qu'on n'a pas évoqué, alors que c'est un réseau social, et j'ai failli poser la question tout à l'heure, mais je pense qu'il y a que a priori, non, alors j'allais dire, il y a que toi, non, chez Prisma, il y a aussi des marques du Capital, du Business Insider, etc., qui pourraient, Harvard Business Review, pardon, qui pourraient, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de LinkedIn. Pardon, Anne, ça fait plein de questions, mais voilà, ce qui t'inspire, et puis un petit mot sur LinkedIn, votre stratégie. Alors, sur les formats, c'est vrai qu'on teste aussi, on fait des tentatives. Alors, des formats longs, on a fait quelques tentatives, et on regarde pas mal ce que fait le New York Times sur tout ce qui est aussi art de vivre, style. Ils font des choses assez chouettes. Donc, c'est vraiment du working progress de manière assez opportuniste. Et effectivement, en termes de réseau, il y a 2 choses. Alors d'abord, juste petite parenthèse, mais je pense que tout le monde l'a testé, on essaie souvent de suivre les recommandations des plateformes et d'essayer leurs nouveaux formats et leurs nouveautés. Donc, on s'est lancé aussi sur WhatsApp, qui a ouvert des boucles maintenant complètement exhaustives. Donc, ça fait encore un nouveau truc à maintenir. On y poste au moins 3-4 sujets phares du Figaro pour essayer de développer et animer une communauté où ça grossit assez vite en termes de membres de la boucle Figaro et de tous les médias quand on regarde. Donc ça, c'est le premier point dont personne n'avait parlé. Et sur LinkedIn, effectivement, on a une communauté et beaucoup de partage des sujets essentiellement saumon du Figaro. Et on essaie aussi d'animer avec quand même, c'est beaucoup du statutaire parce que ça reste des petits volumes. Sur le Madame Figaro, on a même été un peu plus loin en ouvrant un groupe LinkedIn autour de notre prix Business with Attitude pour vraiment animer une communauté de femmes entrepreneurs. Donc, on tente des choses autour du Figaro, c'est autour de la marque Décideur. Mais c'est pareil, c'est du temps, et LinkedIn est vraiment très peu rémunérateur. Au départ, on s'était dit que c'était ce qui transformerait certainement le mieux après en abonnement premium. Vu les volumes de vues, etc., c'est encore compliqué. Mais c'est sûr que pour la marque Figaro, c'est un autre des réseaux dont j'aurais dû vous parler depuis le départ parce que c'est aussi important dans la manière dont on couvre les différentes thématiques sociétales françaises. On refera une table ronde spéciale LinkedIn, WhatsApp, parce que ça fait plein de sujets et en plus on est vraiment au bout du temps, mais ce sont des sujets intéressants évidemment. Même question, Mickaël, un peu aussi pour terminer, sur des médias ou formats qui t'inspirent, et puis peut-être alors WhatsApp, LinkedIn, a priori moins. Enfin si, WhatsApp, je pense que
vous y êtes. Alors, on y est sur WhatsApp aussi, on y est depuis le lancement d'ailleurs. Idem, on y est pour Yet, sans trop d'espérance ni de ROI, puisqu'en fait, tous les outils qui sont mis à disposition sur WhatsApp sont quand même assez limités. Ouais, on peut avoir de l'interaction, il y a des sondages qui sont enfin revenus depuis peu, mais globalement, on va pas, ça sauvera pas notre monde. Ça va pas générer beaucoup de trafic, on n'y fera pas non plus un canal d'acquisition. Je pense que c'est vraiment un canal à utiliser pour animation de communauté de personnes assez extra fans, ou peut-être aussi de personnes qui sont pas non plus forcément sur les réseaux très présents, puisque forcément WhatsApp, on peut imaginer que c'est quand même à peu près dans la poche de beaucoup de personnes de tout âge. Et là, je pense que c'est pas la cible jeune justement qui est la première à pouvoir être touchée, mais on peut justement espérer des personnes beaucoup plus âgées en fait sur ce genre de canaux. Donc on y est aussi présent, mais comme je vous le dis, sans non plus avoir une ambition extrêmement forte là-dessus. Sur LinkedIn, on y est vraiment d'un point de vue plus professionnel, où là, ça va toucher au recrutement, forcément, mais en interne, pour faire savoir, en fait, toutes les opportunités qu'on peut avoir. Mais on l'utilise aussi, bien sûr, sur tout ce qui touche à l'info extra-sportive, tout ce qui va toucher à l'économie, tout ce qui va toucher à la sécurité, tout ce qui va toucher à l'organisation même ou la régulation même du monde du sport dans sa globalité. Donc, idem, mais en revanche, ce n'est pas un réseau sur lequel il y a une stratégie de contenu, voilà. Non. Ok. Non, oui. J'avais promis de répondre. Donc, je vous pose la question de François Jean dans le chat. Si vous pouvez faire une réponse en quelques secondes, réponse courte souhaitée, puisqu'on arrive vraiment au bout de ce live. Avec la chute du reach organique sur Facebook, est-ce que vous avez une stratégie d'acquisition payante sur vos contenus qui fonctionne naturellement, et savoir quelle part volume d'investissement sur ces contenus pour générer de l'audience? Michael, je te vois dire non de la tête. Non, en fait, sur tout ce qui touche au contenu, on ne fait aucun achat sur les plateformes. C'est les achats qui sont faits sur nos plateformes, c'est nos campagnes pour convertir à l'adhésion et à l'abonnement, pardon. D'accord. Donc on ne promeut pas de contenu à proprement parler. Juste pour l'audience. Ok, très clair. Anne, même question. On achète non plus pas sur le contenu, on achète pour du recrutement d'abonnés et on achète pour soutenir des campagnes de brand content. Ouais. Que vous faites payer. Et en revanche, c'est vu les RPM, etc. Il y a vraiment, je pense, aucun modèle à aller acheter de l'audience sur de l'éditorial en espérant se financer sur les revenus des plateformes. Merci pour la réponse courte. Claire, même question. Est-ce que vous faites c'est pareil, en fait, on est amené à tester de l'investissement. C'est vraiment des micro-enveloppes pour développer nos communautés, pour aller pour grossir un peu, parce qu'on a des communautés qui peuvent être des fois en démarrage. Donc on a testé en fait, c'est vrai, un peu d'investissement. Et après non, tout le reste, c'est des investissements dans le cadre de campagnes de brand content. Ok, écoute, merci à tous les trois, merci au chat aussi pour les questions, j'espère que ça y répond. Il y avait plein de sujets, mais le temps est compté. Je vois Laure qui remonte sur scène pour me dire qu'on est au bout de cette table ronde. On essaiera peut-être d'en refaire une, puisque c'est, comme vous l'avez aussi souligné, tout au long de la table ronde, c'est des sujets qui bougent beaucoup, les plateformes bougent beaucoup, donc la vérité d'un jour n'est pas celle de demain. Donc on aura l'occasion de faire des petites mises à jour. Merci à toutes et à tous, et Laure, je te laisse conclure, si tu es sur scène. Merci beaucoup François et merci à vous trois pour la transparence de vos propos. C'était vraiment, je pense, intéressant et ça vaudrait le coup, comme tu dis, de renouveler l'expérience. Et encore merci à tous. Très bon après-midi. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.